Guy Corneau est avec nous. Lorsqu'on vous présente comme analyste jungien, c'est ce qui vous convient? Oui, je pense que je suis devenu une sorte d'éducateur populaire entre-temps. Et puis... Éducateur populaire. Oui. Ouais, c'est un beau terme, ça, non, éducateur populaire. Ben, je me dis finalement, je donne beaucoup de conférences, de séminaires et tout. Je suis toujours en train d'expliquer des choses aux gens. Alors, on vous doit un ouvrage qui a beaucoup marqué, qui s'appelle Père manquant, fils manqué. On aura l'occasion de revenir sur le titre tout à l'heure. Et puis, vous revenez avec un deuxième titre qui s'appelle N'y a-t-il pas d'amour heureux, pour parodier et un poète et peut-être un chanteur québécois aussi. Vous dites, il n'y a pas longtemps qu'on se marie par amour et il n'y a pas longtemps, encore moins longtemps, qu'on a appris à durer dans l'amour. Oui, c'est ça. En fait, on ne connaît pas ça parce que nos parents, je pense que nos parents et nos grands-parents étaient peut-être les premières générations qui se mariaient par amour. Avant, les mariages étaient très organisés, très commandés par les familles pour toutes sortes de raisons, le patrimoine, la politique, la religion et tout ça. Alors que maintenant, nous, on dit non seulement on va se marier par amour, mais on va rester ensemble par amour. Et là, on s'aperçoit que l'épreuve est de taille. Parce que ça veut dire vraiment la création d'une nouvelle intimité entre les hommes et les femmes. Et ça, on n'en a pas d'exemple, parce que nos parents souvent sont mariés par amour, mais sont restés ensemble pour l'argent, les enfants, ne pas être jugés par les autres. Il y a l'Église, la société qui pointait le doigt, les voisins. Alors là, nous, on commence à dire, ben non, c'est pas pour ça qu'on va rester ensemble. Alors, ça devient une entreprise difficile, mais moi, je pense très importante. Je veux dire, la création d'une nouvelle intimité, mais c'est là que je dis que cette nouvelle intimité, elle, va faire appel à des nouvelles ressources. Et qu'au fond, comme thérapeute, je me dis, c'est pas grave qu'on soit dans une crise. Au contraire, on avait besoin de cette crise-là pour en apprendre quelque chose de nouveau. Non pas les Japonais, mais les Chinois disent que la crise a deux sens. Le sens d'opportunité, d'occasion et de danger. Donc, on peut s'en servir comme une occasion de changement, ou on peut s'en servir pour bloquer là et puis avancer. Alors, je crois que c'est une bonne introduction à votre livre. Absolument, c'est ça. Effectivement, je pense qu'au début, on est très, très malhabile par rapport à l'amour, et on a beaucoup d'illusions, beaucoup d'idéal aussi, et c'est heureux, c'est ça qui nous entraîne dans l'amour. Vous dites que c'est une alchimie difficile. Oui, je pense que c'est une alchimie difficile. Je pense que tranquillement, on apprend effectivement que l'autre n'est pas responsable de nos colères, l'autre n'est pas responsable de nos irritations, de nos sentiments d'abandon, et que c'est nous qui devons négocier avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a des besoins profonds qui sont derrière, et tranquillement les faire valoir. Mais ce que je dis surtout dans l'introduction de N'y a-t-il pas d'amour heureux, c'est que la société patriarcale reposait au fond sur le sacrifice des femmes. Je veux dire, c'est à partir du moment où les femmes ont dit « nous sommes fatigués d'être des servantes à la maison » que les choses ont commencé à bouger. Et qu'au fond, toute cette question-là du patriarcat a commencé à le déstabiliser. Et qu'en fait, la question d'être deux, autonomes, égaux, et voulant quand même communier au sein d'un couple, on ne connaît pas ça, on n'a pas de modèle de ça, on est devant un nouvel apprentissage. Et c'est un peu ça que je place dans le livre. Je veux dire, au fond, on est devant un nouvel apprentissage. C'est pour ça qu'il y a tant de crises, qu'il y a tant d'éclatements, qu'il y a tant de difficultés chez les couples. Puis il y a une notion que vous faites intervenir très souvent. Vous dites qu'un couple ne peut réussir que dans la mesure où chacun parvient à une certaine intériorité personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on se rend compte après un certain temps que je pourrais blâmer mon partenaire, ma partenaire, le reste de mes jours, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Alors, mais le couple amène une friction et que le seul changement qui peut vraiment se passer, c'est que j'accepte que dans ce couple-là, les difficultés ne sont pas gratuites et que j'y participe profondément. Et que donc, j'accepte que la difficulté avec l'autre m'oblige à un retour sur moi-même, de prendre conscience de mes sentiments, mais aussi de mes besoins. Et c'est quoi la demande réaliste que je peux adresser à l'autre? Parce que ça, une demande, ça peut se négocier, mais un blâme, ça ne se négocie pas. Je ferme la porte et j'attends que ça passe. Et je suis contente de vous rencontrer parce que j'ai été très fâchée très longtemps contre le titre de votre bouquin précédent. Je me demandais quelquefois si c'était vous qui l'aviez choisi ou bien l'éditeur. Le titre, c'est moi qui l'ai choisi. C'est vous, Père manquant, fils manqué. Oui. Et alors, j'ai eu des quantités de gens qui étaient très en colère parce qu'ils disaient « Moi, j'ai pas eu de père, mais je suis pas manqué, en fait. » Et ils ont mal compris ça. Et quelquefois, je sais, par exemple, j'avais parlé avec le Dr Simonton, où un éditeur lui avait choisi le titre « Guérir envers et contre tout », ce qui est tout faux. Il n'avait pas dit ça en anglais, il avait dit « Getting well again ». Et là, je m'étais dit, c'est probablement son éditeur. Alors, la parole est à la défense. Oui, c'est ça. Non, je dois vous dire une chose, c'est que chez nous, on réagit mieux au titre provoquant qu'ici en Europe. Ouais. En Europe, mon titre était interprété comme violent, même pour certaines personnes. Alors que chez nous, on n'a jamais eu ce type de réaction-là, c'était provoquant. Et dès l'introduction de Père manquant, je corrige le tir en disant que je parle beaucoup plus de Père manquant, la question du fils qui reste en manque de ce regard masculin pour avoir une confirmation. Et dans mon livre « N'y a-t-il pas d'amour heureux », je commence avec 2 chapitres sur les rapports père-fille où je parle de la même chose, que ce manque de regard masculin fait que la fille n'est jamais confirmée comme femme. Tout à fait. C'est de ça que je parle. Moi, j'ai aimé le contenu. Oui. La question, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ouvert le livre, mais il était dans les supermarchés, etc. Et les gens, ils recevaient ça, surtout ceux qui avaient eu ce père manquant, en disant « Mais c'est fou, j'ai vu ça. » Je disais « Mais vous
savez, d'abord, il faut peut-être lire le livre, et puis deuxièmement, je suis bien d'accord avec vous que c'est pas ça qui fait qu'un homme est manqué. Mais c'est une bonne question. Ce livre-là, Père manquant, a été traduit en 9 langues. Il s'est promené partout, même au Japon et tout. Alors, je me dis des fois, s'il avait eu un autre titre, est-ce qu'il aurait été aussi remarqué et aussi traduit? C'est une autre question. Ça a quand même permis de faire circuler un message par rapport à éveiller les pères, à dire, mais au fond, je dois m'investir plus avec mes enfants. En tout cas, dans le dernier livre, vous revenez sur les rapports père-fille et mère-fils, et vous dites notamment, pour les pères et les filles, c'est notamment l'amour en silence. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire que j'étais très surpris. J'ai fait des émissions, par exemple, chez nous, à la télévision, où j'ai mis 20 pères et 20 filles dans sur le même plateau, de tous les âges. Donc, et on se rendait compte qu'au fond, je me rendais compte de la douleur des femmes, qu'elles n'avaient jamais entendu une parole d'amour de la part de leur père, et que souvent, c'était profondément senti négligées et mal confirmées comme femmes, et donc pris dans un rôle de séductrice ou pris dans un rôle de rebelle par rapport au père, parce qu'on le cherche, on veut savoir où il est. Donc, ça hypothéquait la relation qu'elle pouvait avoir ensuite avec ça continue dans le couple, parce qu'on a l'impression, j'appelle ça, ça donne des femmes des femmes qui aiment trop, dans le sens qu'elles sont prêtes à tout pour avoir un regard d'homme et être légitimées dans leur vie. On est moins surpris par le deuxième aspect, c'est-à-dire mère-fils, le couple impossible. Oui, parce que là, j'essaie de dire au fond que les hommes, dans cette société patriarcale, au fond, on a une société déséquilibrée, c'est une famille déséquilibrée, c'est-à-dire le père est relativement manquant et la mère, elle, va être appelée à tout avoir. C'est un drame historique, au fond, à tout faire pour les enfants, ce qui fait que le garçon a beaucoup de rapports avec une femme, subit beaucoup d'emprise maternelle, dans le bon sens aussi, c'est de la bienveillance des mères dont on parle. Mais par la suite, comme il n'est pas assez séparé de la mère, de laisser une autre femme avoir autant d'emprise sur lui, ça va être extrêmement difficile. Alors les hommes ont peur d'aimer, ont peur de s'engager très souvent, parce qu'ils ont été mal séparés de la mère par une présence paternelle ou masculine.